Buenas tardes a todas y todos. Je vais parler français, donc je vais vous faire un petit exercice linguistique. Puisque je vais parler français, je vais vous montrer des diapositives en anglais et vous allez avoir la traduction en espagnol. Tout d'abord, je travaille donc pour la Fédération internationale de rugby, l'IRB, et ma mission consiste à développer le rugby sur le continent européen. Donc, je travaille en collaboration avec l'association régionale que vous connaissez, qui s'appelle la FIRA-AER, donc l'Association européenne de rugby. Depuis 11 ans, je fais ce métier, et depuis 11 ans, je suis l'Espagne. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir en Espagne, et je suis intimement convaincu depuis toujours qu'il y a un fort potentiel en Espagne. Je vais essayer de vous le démontrer. Ensuite, je voudrais remercier les deux intervenants précédents qui ont tenu exactement la même problématique que je vais vous tenir, mais d'une façon un tout petit peu différente. Moi, je vais vous parler de sportifs, avec cette volonté qui m'anime et qui anime les deux intervenants précédents, c'est de vraiment vous convaincre que vous avez toutes les qualités et tout le potentiel pour avancer de façon significative. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu des deux grandes institutions qui gèrent donc le rugby dans le monde et en Europe. Ensuite, je vous parlerai très aussi de ce qui a contribué à faire évoluer le rugby au niveau mondial et européen de façon très caractérisée et significative depuis peu de temps. Ensuite, je vous parlerai un peu de votre potentiel et je vais essayer de vous faire une proposition dont je pense qu'elle est la bonne pour que vous avanciez et que vous montiez très haut dans le ranking européen et mondial. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'IRB, en gros, il y a plus de 5 millions de joueurs dans le monde et le rugby est géré sur un système déconcentré où, sur les continents, on a divisé le monde en 6 grandes régions. Alors, il y a le nôtre, c'est-à-dire qui est géré par la FIRA-AER en termes de développement, la partie verte, ici. L'Amérique du Nord, avec l'association qui s'appelle la NACRA. L'Amérique du Sud, avec l'association qui gère, qui s'appelle la CONSUR. L'Afrique, gérée par la CAR. L'Asie, qui est gérée par l'ARFU. Et l'Océanie, qui est gérée par la FORU. Voilà un peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. En ce qui concerne le nombre de joueurs, les statistiques que nous avons à l'IRB disent qu'il y a plus de 5 millions de pratiquants, mais personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est 2,8 millions de joueurs enregistrés qui, effectivement, jouent. Ça, c'est un chiffre objectif, clair, précis, qui, moi, me montre ce que les fédérations, les associations régionales font, et ça, c'est du concret. Après, qu'il y ait une grande masse de gens qui jouent, c'est un autre débat, c'est autre chose, mais ça, c'est objectif, c'est la finalité, c'est le résultat de ce que nous avons mis en œuvre pour avoir des gens qui jouent officiellement sur le terrain. La finalité d'une fédération sportive, c'est de pratiquer en compétition, pour gagner. Donc, l'IRB organise des grands événements mondiaux, à savoir, par rapport au futur proche, nous avons, à la fin du mois de juin, la Coupe du monde de rugby à 7 qui va se dérouler à Moscou, donc en Russie. L'année prochaine, en France, il va y avoir la Coupe du monde féminine. Alors, l'événement référence qui
qui est très important pour nous, puisque ce sont là que se font tous les revenus essentiellement et qui permettent à la Fédération internationale de fonctionner, c'est la Rugby World Cup à 15 masculine. Maintenant, le nouveau challenge, c'est les Jeux Olympiques Rugby à 7 Rio 2016. Et la prochaine qui est déjà attribuée, Coupe du Monde, ça sera au Japon en 2019. Voilà donc les grands événements mondiaux qui sont importants pour le rugby. En dehors de cela, il y a d'autres compétitions, bien évidemment, qui sont organisées pour les jeunes. La Coupe du Monde des moins de 20 ans, un trophy qui est une espèce de deuxième division, si vous voulez, dans la Rugby World Cup des moins de 20 ans, il y a 12 pays, et pour le Junior World Trophy, 8. Et ensuite, donc, il y a des compétitions qui sont organisées au niveau de nos régions, donc en Europe, etc. Les qualifications aux différentes Coupes du Monde. Il existe un circuit de rugby à 7. L'Espagne en fait partie. Nous organisons aussi, nous, des compétitions en Europe de rugby à 7 avec les meilleures équipes européennes. Et puis, il va y avoir les qualifications bientôt pour les Jeux Olympiques. Alors, tout le monde sait que ce qui nous fait avancer, effectivement, c'est les moyens, notamment les moyens financiers. Juste un petit schéma pour vous montrer, entre 1999 et ce qu'on a prédit pour la Coupe du Monde de 2015 en Angleterre, en termes de revenus nets, bénéfices, en millions de livres sterling. Donc vous multipliez par 1,2 globalement pour avoir les montants en euros. Et ce que je voulais vous montrer au travers de ce schéma, c'est l'évolution du rugby en termes de revenus. Et je vous montrerai d'autres schémas tout à l'heure qui sont encore plus caractéristiques. L'IRB vit sur ça. Alors effectivement, il y a eu en France un succès relativement important en 2007, un peu moins en Nouvelle-Zélande, parce que dans l'hémisphère sud, c'est un peu plus compliqué, notamment pour avoir du sponsoring. Et en plus, les horaires de match par rapport à l'hémisphère nord, ça pose des problèmes de diffusion, de visibilité, et c'est pour ça aussi. Et puis les stades étaient un peu plus petits en termes d'accueil de nombre de spectateurs. C'est pour ça qu'il y a eu des revenus un peu inférieurs. Mais la prédiction de l'Angleterre est quand même euphorisante, et c'est très intéressant pour le futur. Donc voilà, globalement pour l'IRB, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, pour la FIRA, c'est-à-dire l'association qui gère le rugby en Europe, donc je vous l'ai montré géographiquement, vous l'avez là. Ça va de la partie complètement est, orientale de la Russie, jusqu'ici, chez nous. Vous êtes dedans, hein, j'ai fait le cercle un peu. Vous y êtes. Vous êtes vert, hein, vous n'êtes pas à l'extérieur. C'était une blague. Donc, la FIRA, c'est 47 pays qui sont associés à la FIRA. Dans ces 47, il y en a 37 qui sont membres complets de l'IRB. Et il y en a 3 qui sont associés. Bon, tout ça, c'est en processus de normalisation. Quand on est membre complet de l'IRB, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche des subventions. Alors, il y a 2 sortes de subventions, pour le haut niveau, pour le développement. Mais demain, vous allez avoir un expert en finance qui va vous expliquer ça. José Maria vous expliquera ça demain, plus précisément que moi. Alors, pour nous, en Europe, moi, ce qui m'intéresse en termes de référence, c'est le nombre de joueurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a ici à peu près de joueurs enregistrés 1 million. En termes de budget, c'est une petite association, on n'a pas trop de moyens, 2 millions d'euros, c'est pas... Mais en tout cas, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il y a plus de 60% qui sont alloués aux sportifs, redistribués au pays, pour vous aider à participer aux compétitions, à la formation, etc., etc. Non, pardon, là, je reviens. Pour la formation, il y a une trentaine de pourcents, et le fonctionnement, 8%. On est là pour faire du sport, hein. On n'est pas là pour faire des papiers et que ça. Hein. Ça compte, mais
Donc c'est pour bien vous montrer que c'est important aussi le côté sportif et les investissements dans le sport. Au niveau compétition, on a une compétition senior à 15 où vous êtes, vous, dans la première division. Mais ici, à côté, là, il y a les 6 nations. Aujourd'hui, vous êtes numéro 12. Donc il y a une première division avec 2 poules, puis une deuxième division, une troisième. Vous connaissez ça probablement, donc je ne vais pas insister là-dessus. On a des compétitions pour les jeunes, pour les équipes nationales, je parle. Alors l'idée, c'est ce que vous devez faire dans votre pays, et que beaucoup de pays font, bien évidemment, c'est, pour briller au niveau international, ce qu'on appelle, nous, installer une filière d'accession au haut niveau. C'est-à-dire que, dès l'âge de 15 ans, 16 ans, on détecte les joueurs qui ont des potentialités pour arriver au plus haut niveau. Et nous, on leur propose des compétitions à tous les étages pour essayer de les emmener jusqu'à l'équipe senior nationale. Voilà, pour résumer synthétiquement ce que c'est qu'une filière d'accession au niveau et les compétitions que nous proposons pour aider à la formation de vos talents. On organise bien évidemment des compétitions de rugby à 7. Ok, on est dans la logique des Jeux Olympiques maintenant. Donc il faut qu'on s'y prépare, qu'on prépare nos joueurs, les équipes nationales, etc., etc. Les filles jouent au rugby de plus en plus. Donc on joue à 15, on joue à 7, etc., etc. On fait du beach aussi, etc. Donc le rugby féminin est en train d'exploser, vous le savez très bien en Espagne, puisque c'est un de vos points forts, le rugby féminin en Espagne. Il y a des résultats particulièrement conséquents et c'est très bien. Par contre, là, je vais vous parler d'une petite étude que j'avais faite avec mon précédent collègue qui s'appelle Pierre Villepreux, ça vous dit quelque chose? Je travaillais 4 ans avec lui, puis j'avais travaillé avec lui à la Fédération française de rugby. Et quand il était avec moi, en 2006, on a fait une petite analyse. À cette époque-là, il y avait à peu près 3 millions de joueurs dans le monde. Il y avait une centaine de nations affiliées à l'IRB. Les 10 meilleures nations, ça représentait 2 400 000 joueurs. Et les 90 autres, 600 000. Quand je parle des meilleures nations, c'est les 6 nations de l'hémisphère nord. Et des 4 autres, c'est les nations de l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine. Ce qui prouve simplement qu'il y a un lien direct entre la masse de joueurs, en rugby je parle, et la réussite au plus haut niveau. Ce sport, comme l'ont dit les précédents, a de la culture, il a des valeurs éducatives, et il ne peut pas se passer de culture dans le pays pour réussir au plus haut niveau. Donc nous, ça nous a interpellés. Alors ce qu'on a fait, et notamment très dernièrement là avec mon nouveau collègue, on a lancé un plan de développement sur toute l'Europe pour augmenter le nombre de joueurs de façon significative dans tous les pays. Et l'idée, donc, c'est d'utiliser la Coupe du Monde de 2015 comme un support, un objectif. Et l'idée, c'est on a décidé ça avec tous les directeurs techniques nationaux, on s'est donné comme challenge d'augmenter le nombre en Europe de 20%. En 2015, ou après la Coupe du Monde, l'objectif, c'est d'avoir 1 200 000. On veut augmenter de 200 000 joueurs en Europe. 40 pays, globalement 5 000 de plus. J'espère que l'Angleterre en aura 80 000 de plus, que l'Espagne en aura 20 000 de plus. Ça va faciliter les choses. Alors, l'idée de ce programme, premièrement, c'est de pratiquer et de faire pratiquer le rugby dans toutes les écoles primaires du pays, avec les tout-petits, à l'école. C'est une activité éducative, il y a plein de valeurs. Ils vous l'ont dit, Orange, Heineken, etc. Ce sport a des valeurs. Il faut que les enfants puissent y jouer et s'exprimer dans le combat. Le rugby, c'est un sport de combat, d'accord? Donc il faut qu'ils jouent au rugby et qu'ils combattent. Et c'est ça qui fait les valeurs du rugby. Donc,
on a lancé un programme et j'ai commencé à faire les premières statistiques du retour des pays européens. On est en train de faire un programme autour de la Coupe du Monde, donc comme j'ai dit. Je sors d'une réunion à Dublin avec des gens de la fédération anglaise, avec des gens de la Rugby World Cup. Je leur ai présenté ça. Et vous êtes le pays aujourd'hui qui a... On ne parle pas des 6 nations. Hein. Les 6 nations sont exclues de ça parce qu'ils ont des programmes très performants, etc. Je parle de tous les autres pays européens. On a sélectionné ici 16 pays. Et aujourd'hui, je suis très content pour vous. Vous pouvez être fiers. J'espère que ça va être réalisé de façon concrète. C'est le pays qui a les statistiques les plus importantes. A priori, 2000 classes impliquées, 42 000 gamins qui théoriquement devraient pratiquer ce projet. Donc il va y avoir un retour, un suivi. J'espère qu'on va vous impliquer dans des actions avec la fédération anglaise autour de la Coupe du Monde pour créer du dynamisme, et que tout le monde parle de Coupe du Monde, tout le monde parle des pays qui participent à la Coupe du Monde. Et il faut comprendre que ces projets dans l'école, ça peut être aussi lié à d'autres activités que le rugby sur le terrain. Ça peut être aussi de la géographie sur les pays qui participent à la Coupe du Monde, de l'histoire, de l'économie, etc. On peut faire plein de disciplines autour du rugby dans le cadre de l'école. Et c'est ça que je voudrais que les DTN et les directeurs techniques nationaux mettent en place dans les pays. Bon, j'insiste pas trop là-dessus. Maintenant, je voudrais quand même vous interpeller sur un point. Le rugby a évolué de façon énorme, significative, pendant les 25 dernières années. Il y a un siècle, plus d'un siècle qu'on joue au rugby, il y a longtemps. Mais depuis 1987, ça c'est une première date, il y en a une deuxième, c'est 1995, où le rugby a explosé. Grâce à quoi? Grâce à des compétitions de haut niveau. Lesquelles? Il y a la Coupe du Monde. En France, je parle de ce que je connais, bien évidemment. Le rugby a explosé en France après 1995 avec le championnat professionnel, le top 14 et la Pro D2. Avant, on voyait un match de rugby de temps en temps. On en a 10, 12 par week-end maintenant à la télé. Les stades sont pleins. Le Stade français ou le Racing, Club de France, quand ils jouent au Stade de France, du championnat domestique, ils font 80 000 spectateurs. Il y a un engouement maintenant. Les joueurs étrangers, vous avez vu, envahissent le championnat français. D'ailleurs, il n'y a plus de Français qui jouent. C'est le problème. Et ensuite, on a la compétition dont notre collègue de Heineken a parlé, qui est aussi la H-Cup, qui est aussi un vecteur de développement et de promotion et d'image positive de notre rugby. Vous voyez, ça c'est la H-Cup gagnée par un club français avec 2 Anglais. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est ces compétitions de haut niveau qui ont déclenché cette évolution. Alors, comment? La Coupe du Monde, c'est un événement récent. Le football, ils ont des Coupes du Monde depuis très longtemps, tous les autres grands sports aussi. 1987, la première, il y a 25 ans, 26 ans. C'est récent, on est tout neuf au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est le 3e événement mondial. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football et la Coupe du Monde de rugby, le 3e événement au monde en termes de visibilité, de promotion, etc. Si vous regardez attentivement ces images, l'hémisphère sud, il y en a eu 7 qui ont été joués. L'hémisphère sud en a gagné 6 et l'hémisphère nord 1. Donc il faut qu'on bosse encore plus et encore mieux. C'est un challenge intéressant pour nous tous. La prochaine, donc en Angleterre, vous pourrez aller visiter le site, vous allez voir des choses intéressantes, 2015. Alors, quelques schémas pour vous montrer comment ça a évolué. L'audience en millions de téléspectateurs entre 1987 et, par exemple, 2007. L'audience télévisuelle, en 20 ans, a été multipliée par 20. Vous avez vu un peu l'évolution? C'est énorme.
La vente des billets en millions de livres sterling, pareil. Là, ça a multiplié par 10. Les revenus des droits télévisuels, télévision, pareil. Là, ça a multiplié par 4, 5. Alors, je ne me trompe pas. Vous voyez? Ce qu'il faut voir aussi, c'est cette évolution-là, caractéristique. C'est la qualité, je répète, de ces compétitions qui a fait évoluer la visibilité et qui a induit, en termes de conséquences, des revenus, etc. Au niveau du sponsoring aussi. Les bénéfices, je vous en ai parlé tout à l'heure, except la Nouvelle-Zélande qui a été une baisse, mais ça va remonter là avec l'Angleterre. Vous voyez que les évolutions sont exponentielles à chaque fois. Donc, deuxième date, 1995. 1995, qu'est-ce qui s'est passé? Le rugby a changé de statut. On est passé de l'amateurisme au professionnalisme. C'est-à-dire que nous, on s'entraînait 3 fois par semaine. Maintenant, ils s'entraînent 5 fois par jour. Où ils arrivent le matin à 7 heures, ils repartent à 15 heures des clubs. Ouais, donc c'est sûr que la performance sur le terrain est totalement différente. Le spectacle est totalement différent. Avec des gens qui ne font que ça. Hein. 15 heures de piano ou une demi-heure, c'est pas pareil. À la sortie. Le top 14 en France, c'est un succès énorme en termes de médiatisation et de visibilité. Je pense que pour un match comme demain, si le stade faisait 200 000 places, il vendrait 200 000 places. Sans problème. Pour les 6 nations, c'est pareil. Alors, le modèle, voilà un modèle simple qui met en évidence un certain nombre de facteurs pour qu'une fédération, un club, c'est pareil, réussisse. Donc il y a plusieurs facteurs. Le nombre de joueurs, le nombre de clubs, le nombre d'écoles, etc. Les programmes, la façon dont c'est managé, les finances, le sponsoring, le commercial, toutes ces choses-là, la performance et les résultats internationaux. Mais un secteur qui est très important, nous sommes là pour parler de rugby, pour parler de sport, c'est la performance sur le terrain et la qualité des compétitions qui fait que ça devient bon et ça monte. Voilà, ça c'est une analyse qui n'est pas de moi, mais qui est très parlante. Alors la Fédération espagnole, aujourd'hui, « 47 millions d'habitants. Vous habitez un pays exceptionnel. Je suis allé en Finlande, je suis allé dans les pays du Nord. Eux, ils peuvent jouer au rugby fin avril, au mois de mai, au mois de juin. En juillet et en août, ils sont en vacances. Ils jouent en septembre, en octobre. Ils jouent 4 mois. Vous pouvez jouer 12 mois. Peut-être un peu moins l'été parce qu'il fait très chaud. Mais vous avez cette chance. Le nombre de joueurs aujourd'hui, autour de 23 000, 24 000 joueurs licenciés. Avec mon collègue dont je parlais tout à l'heure, on a fait une étude et on a donné au pays un repère. Pour être dans une bonne moyenne, il faudrait avoir 0,1% de la population en termes de joueurs. Ou 0,01, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Donc, vous, il faudrait que vous ayez au moins 45 000. Ça serait déjà une base pour réussir au plus haut niveau intéressante. Donc je pense qu'avec le travail que sont en train de faire les cadres techniques, la direction technique nationale, avec tout ce travail dans les écoles, dans quelques années, je pense que ça va progresser de façon importante et caractéristique. Au niveau résultats sportifs, à 15, parce que c'est quand même, je suis désolé les filles, mais c'est le 15 masculin qui est quand même un peu référence par rapport à la Coupe du Monde. C'est vrai que l'Espagne, avec les filles, est un cas particulier, je vais y revenir après. Mais en termes d'image mondiale, c'est quand même on prend souvent ça, nous, dans les analyses, comme référence. En Europe, vous êtes pour l'instant 12e au ranking européen. Les 6 nations plus les 6, là.
à mon sens, pour se dire les choses franchement, ça ne correspond pas à ce que vous pouvez faire. Pour les filles, par contre, j'y reviens, c'est vrai que c'est bien. Elles vont jouer la Coupe du Monde, elles se sont qualifiées très facilement. À 7, ça joue très bien aussi, c'est bien. Et les garçons sont qualifiés aussi pour la Coupe du Monde à 7, mais avec un ranking mondial dont on peut parler. Vous avez des objectifs ambitieux, bien ciblés par contre. J'avoue que la dernière réunion que j'ai faite avec le staff de la fédération m'a bien plu par rapport à une bonne analyse de vos potentialités du moment et par rapport aussi au futur. Donc d'aller aux Jeux Olympiques avec les filles, le 15 féminin, donc de bien se classer à la Coupe du Monde, et pour les garçons 2019. Moi, ça me semble cohérent. Par contre, et là, il faut que vous vous flagelliez un petit peu, vous avez un pays qui, en termes de culture sportive, montre l'exemple dans le monde entier. Vous avez des résultats partout exceptionnels. Vous êtes un pays sportif, un pays de culture de sport. Vous réussissez partout. Je n'ai pas tout mis là parce que je ne pouvais pas tout mettre. Vous avez des résultats exceptionnels partout. Et en rugby, à mon sens, vous n'êtes pas au niveau auquel vous pouvez prétendre. Alors, moi je crois, je suis venu en 2002 ici, et j'ai écrit un rapport sur la Fédération espagnole, je peux vous le montrer, là je l'ai sorti tout à l'heure, c'était au mois de juin 2002, et j'ai écrit, en Espagne, avec tout ce qu'ils font, avec le potentiel qu'il y a, il leur manque une chose, une seule chose. Tout le reste, vous savez faire. Il vous manque une compétition de haut niveau, ambitieuse, et qui va devenir très vite professionnelle. J'ai écrit ce rapport en 2002. Alors en 2002, la situation économique, enfin la crise n'existait pas comme elle existe aujourd'hui, effectivement. Et c'est vrai que ce projet de compétition de région, qui est quand même la caractéristique économique et politique de votre pays, à cette époque-là, semblait intéressante sur le plan au moins sportif et économique. Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout état de cause, ça c'est une proposition qui va contribuer, si vous êtes capable de prendre cette décision, à faire monter le niveau du rugby espagnol, parce que vous aurez une compétition de haut niveau. Alors la forme de la compétition, les modalités de la compétition, ça appartient à votre réflexion et à vos stratégies. Ça, c'est un brouillon, c'est une proposition, c'est une idée que je vous envoie, que nous vous envoyons. Mais très sincèrement, vous avez tout pour être dans les premiers Européens. Et moi, mon job, moi, ma motivation, c'est qu'on fasse péter, qu'on fasse casser la domination des grandes nations qui se sont enfermées sur des raisons uniquement économiques et financières. Et il faut que sportivement, on les fasse exploser. La Géorgie commence à battre les 6 nations avec les jeunes. Et il y a plein de pays derrière, je pense à la Roumanie, la Russie un tout petit peu, le Portugal de temps en temps. Après, il y a d'autres pays où il y a du potentiel, comme la Pologne, la Belgique. Mais le plus fort potentiel, c'est vous. En Europe, le plus fort potentiel sportif et tout, c'est l'Espagne. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, ma proposition, ou notre idée,
c'est que vous preniez une décision courageuse demain, c'est il faut y aller. Si on veut exploser, si on veut monter, si on veut gagner, ben, il faut passer par autre chose que ce que vous faites. Il faut une compétition ambitieuse. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous avancez, mais pas assez vite. Moi, ça fait 10 ans que je vous vois, ça fait 10 ans que ça progresse, mais pas assez. Diana, elle vous l'a dit. Orange, nous, on veut avancer. Elle vous l'a dit, ça, vous l'avez entendu? Heineken, il vous dit la même chose. Vous avez la chance d'avoir 2 sponsors emblématiques qui ont une puissance de feu au niveau mondial, et en plus dans le rugby, parce qu'on a un produit de qualité. Allez-y. Allez-y. Ça sera bénéfique pour vous, les clubs, ça sera bénéfique pour tout le monde en Espagne. Donc, moi, je ne sais pas, très sincèrement, quelles sont les modalités de cette compétition qu'il faut mettre en place, parce que je ne connais pas tout bien comme vous connaissez ici, mais il faut que vous changiez le train-train, il faut y aller. En France, en 1995, il y a un président, il a tapé sur la table, il a dit « Allez, pouf, on est professionnel ». C'est une décision difficile, hein. Ça change tout. Mais il faut y aller. Donc, c'est à vous. Est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous ne voulez pas y aller? Voilà. Je vous remercie beaucoup et je voudrais aussi remercier vos 2 sponsors.